Ok, bonjour et merci de revenir si vous étiez venu. Et si vous n'étiez pas déjà venu, welcome. Sur l'affiche, il y avait cette image d'une fourmi. Et je n'ai pas dit grand-chose pour la fourmi jusqu'à présent, mais on va y venir aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on en parlera beaucoup. D'accord ? Ok. Donc, ce que j'ai dit dans les deux cours précédents, c'est essayer de démontrer qu'en fait, on peut comprendre comment la grande diversité de neurones du cerveau peut être déterminée, peut être spécifiée par des critères vraiment déterministes. C'est-à-dire qu'en fait, tout est dans le génome et on peut arriver par des processus de lire une information spatiale, une information temporelle, éventuellement une information de division asymétrique par notch, on arrive à spécifier la plupart des neurones, au moins dans le contexte de la drosophile. La semaine d'après, j'ai essayé un petit peu de modifier un petit peu ces phrases et de dire qu'en fait, il y a aussi une composante stochastique qui peut arriver à modifier ça et qui peut être en fait très importante chez les vertébrés où la diversité est beaucoup plus grande. Et en fait, en bénéficiant, en combinant à la fois déterminisme et stochasticité, on arrive à programmer de très nombreux types cellulaires. D'accord ? Donc on peut en fait, par ce processus, spécifier de très nombreux types de neurones en leur simplement donnant une combinatoire de facteurs de transcription qui est très spécifique à ce neurone et qui va faire différentes choses. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est en fait quelque chose de tout petit peu différent, c'est qu'en fait, quelquefois, on a des neurones qui sont exactement les mêmes. Donc on ne peut pas les différencier par leurs facteurs de transcription qu'ils expriment. Ils sont exactement les mêmes et pourtant ils sont différents par souvent un seul gène. Donc le transcriptome est exactement le même, mais il y a un seul gène. Et vous verrez qu'il y a en fait de très nombreuses cellules qui sont comme ça, les cellules sensorielles. Peut-être la meilleure illustration, donc, c'est de comment pouvoir produire des cellules qui sont identiques, pratiquement identiques, mais qui diffèrent vraiment par un seul petit gène. Le premier exemple, c'est un vieil exemple en fait, de Bacillus subtilis, donc c'est une bactérie, qui en fait a deux stades. Un stade où en fait, elle se divise, et un stade où elle peut devenir compétente, à une très faible proportion, et ça te permet, cette compétence, qui est une sorte de mise en réserve, si vous voulez, leur permet d'éviter, au cas d'un traitement avec des antibiotiques, par exemple, de ne pas mourir parce qu'elles ne se divisent pas, et elles sont aussi capables de prendre l'ADN et de changer, de s'adapter au milieu éventuel. Et donc, ce sont vraiment exactement les mêmes bactéries, il n'y a pas grand-chose de différent, il y a un seul gène, comme cas, qui diffère entre les deux. D'autres exemples, c'est chez le ver C. elegans, où en fait, là, bien sûr, est un ver totalement symétrique, droite-gauche, et vous avez deux neurones qui sont produits par exactement les mêmes lignages, qui vont être un à droite, un à gauche. Et normalement, on est relativement symétrique, pour la plupart d'entre nous en tout cas, et donc en fait, le génome est capable de faire des choses vraiment symétriques. Et pourtant, entre ces deux cellules, il va se passer quelque chose d'une façon tout à fait stochastique. L'une va devenir rouge, l'une va devenir verte. D'accord ? Et on ne peut pas prédire laquelle va être laquelle. Donc en fait, c'est le genre de décision dont je veux vous parler, où en fait, on va essayer de capturer le bruit pour essayer prendre une décision robuste. En fait, Einstein ne croyait pas à ça. Einstein, il disait, oui, en fait, elle ne joue pas au dé. Okay ? Et donc, c'est peut-être un petit peu pas vrai, parce qu'en fait, la nature, en fait, joue au dé, va essayer d'exploiter le bruit pour en faire des choses qui sont importantes. Et en fait, un peu plus tôt que Einstein, il y avait ce rabbin qui était capable d'avoir dit qu'en fait, on peut en fait avoir un certain pouvoir de décision sur la nature et donc en fait prendre des choix. D'accord ? Okay. Donc, le problème que dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est comment produire des cellules qui sont exactement les mêmes, mais diffèrent par un seul gène. Okay. Donc, en fait, les récepteurs sensoriels sont un très bon exemple de cela, dans la mesure où les récepteurs sensoriels, que ce soit de la vision, que ce soit du nez, de l'olfaction, du goût ou du toucher, sont exactement les mêmes, sauf que, par exemple, pour l'olfaction, elles vont différer par le type de gène qui code pour un récepteur qui va détecter une odeur spécifique. Tout le reste est exactement le même. D'accord ? J'exagère un petit peu, mais enfin, d'une façon générale, globale, c'est vrai. D'accord ? Donc, comment on peut avoir des récepteurs qui vont être capables de détecter des milliers, on dit même des millions de stimulus sensoriels, peuvent arriver à être spécifiés et le génome a 24 000 gènes. Ce n'est pas possible d'imaginer qu'avec 24 000 gènes qui ont d'autres fonctions aussi, on puisse arriver à spécifier des milliers de récepteurs sensoriels qui soient différents par un seul gène. Et ces neurones, en fait, sont vraiment similaires l'un à l'autre. Et la seule différence, en fait, est l'expression du type de récepteur qui va détecter une odeur bien précise. Ce sera un petit peu plus tard, je vais vous parler de ça, d'accord ?
Donc les organes sensoriels sont vraiment un excellent exemple où en fait on peut voir comment des processus stochastiques qu'ils vont utiliser pour pouvoir en fait prendre ces décisions d'exprimer un gène ou un autre, ou un autre, ou un autre, ou un autre. On va commencer simple, et ensuite on va devenir un petit peu plus sophistiqué quand on va arriver au niveau du système olfactif. Okay. Donc on va commencer par l'œil. Okay. Donc l'œil, vous avez des yeux qui peuvent être relativement en fait, similaires du poisson et de l'homme. Okay. Ces yeux sont magnifiques, ils sont capables de détecter non seulement le mouvement, les formes, mais aussi les couleurs. D'accord. Et en fait, on vient tous de l'eau, on est tous dans l'eau il y a quelques centaines de milliers d'années, et dans l'eau, il y a quand même, si vous allez faire un peu de plongée sous-marine, vous voyez qu'en fait c'est très très cool, il y a beaucoup de couleurs, d'accord. Et les poissons en fait sont très capables de voir les grandes couleurs. Et bien sûr, vous voyez la beauté des poissons dans ces coraux, qui sont magnifiques, sont pleins de couleurs, et en fait ils sont capables de se détecter afin de voir qui est leur ami, avec qui ils veulent se croiser, etc. D'accord. En conséquence de cela, la rétine de poisson est vraiment très riche en photorécepteurs. Elle a des cônes et des bâtonnets, plutôt des cônes en fait, et les cônes appartiennent à 4 catégories, bleu, vert, rouge et UV. Et ils sont en fait tétrachromates. Okay. Et donc, ils sont tétrachromates parce qu'ils ont vraiment toutes ces couleurs autour d'eux, ils vont en profiter au maximum. Par contre, quand les poissons sont sortis de l'eau, qui sont devenus des mammifères, c'est un petit peu une histoire très rapide, ils vont arriver à un moment où peut-être que les mammifères vont être en compétition avec les dinosaures, et donc la plupart des mammifères, à part plus récemment, sont restés très petits et sont devenus des animaux nocturnes. D'accord. Et quand on est nocturne, en fait, on n'a pas besoin de vision des couleurs parce que les cônes ne sont pas sensibles, sont très peu sensibles, donc il n'y a pas, si on veut détecter une longueur d'onde très particulière, on n'a pas assez de photons qui arrivent pour arriver à les détecter. Donc la plupart des animaux nocturnes ont perdu une grande partie de leur vision des couleurs, et c'est ce qui est passé, en fait. La plupart des mammifères sont uniquement dichromates, ils voient le bleu et ils voient le vert, et encore pas très bien. La souris est un modèle magnifique pour regarder la vision, mais en fait, les souris sont pratiquement aveugles. En tout cas, elles sont aveugles pour la vision des couleurs. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'à un certain moment, certains mammifères ont décidé, en fait, donc si vous avez en Espagne, vous avez une course de taureaux, le taureau, il s'en fiche complètement que la cape soit bleue, la rouge, parce qu'en fait, il ne voit absolument pas le rouge. D'accord. Donc, c'est simplement le mouvement de la cape qu'il voit. Okay. Ceci dit, c'est la tradition. Okay. La plupart des mammifères sont dichromates, donc ils ont un gène qui code pour la rhodopsine qui va détecter le bleu, et sur le chromosome X, un gène qui va coder pour la rhodopsine qui va détecter le vert. Donc ils sont dichromates. Okay. Ceci dit, c'est qu'à un certain moment donné, certains des mammifères supérieurs, ont eu envie de devenir ce qu'on appelle des hunter-gatherers, je ne me souviens plus comment c'est. Chasseurs-cueilleurs, d'accord, des chasseurs-cueilleurs. Et donc, quand on est chasseur-cueilleur, en fait, il faudrait mieux s'être sûr que les fruits qu'on ramasse sont mûrs, et donc ils ont eu besoin de voir la couleur du rouge, d'accord. Et donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont en fait créé un nouveau récepteur, recréé un nouveau récepteur qu'ils avaient perdu quelques centaines de millions d'années avant pour détecter le rouge. Et si ça s'était passé, peut-être que si ça ne s'était pas passé, en fait, peut-être qu'on serait encore au paradis, parce qu'on n'aurait pas mangé la pomme, d'accord. Bref. Donc, comment est-ce que... et en fait, vous voyez que c'est très utile, parce que si vous avez quelqu'un qui est colorblind, qui ne voit pas les couleurs, qui va au marché, il ne sera pas capable, ou elle ne sera pas capable, de voir un petit peu quels sont les fruits qui sont mûrs. D'accord. Donc, c'est en fait ce pourquoi, il y a 10 à 20 millions d'années, les primates ont essayé d'inventer cette détection de la vision du rouge pour pouvoir arriver à voir comment les fruits étaient mûrs. C'est un petit peu une inférence qui n'est pas forcément juste, mais en fait, c'est une bonne interprétation. D'accord. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ce processus n'était pas simple. Comment recréer un nouveau circuit qui va permettre de détecter les couleurs. Quand on passe du poisson aux humains, parce que c'est une rétine humaine, c'est la rétine d'un humain qui est vivant, et en fait, on arrive avec des processus de vision spéciaux qui permettent de corriger les défauts de la rétine, d'arriver à voir les photorécepteurs et de savoir quelle couleur ils ont. Et là où il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait, ces photorécepteurs, ils sont complètement distribués de façon stochastique, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas prévoir ce qui se passe. Et avec des stoichiométries qui sont vraiment différentes. En général, il y a très peu de bleu, okay, et il y a un rapport de vert et de rouge qui peut varier énormément.
Peut-être que certains d'entre vous ont 70% de rouge et 25% de vert, mais le voisin peut avoir exactement le contraire. Et malgré tout, on arrive à voir pratiquement les mêmes couleurs. D'accord ? Donc, comment ces photorécepteurs qui voient la couleur sont utilisés? Simplement, on va comparer les réceptions, la réception de différentes longueurs d'onde par ces différents photorécepteurs. Et par exemple, on va comparer le vert par rapport au rouge, d'accord? Ça permet de voir toutes les couleurs dans les couleurs chaudes du spectre. On va comparer le bleu par rapport au rouge et au vert. Et ce qu'on voit d'une façon intéressante, c'est qu'en fait, ces comparaisons, comme de la manière dont je les montre, sont en fait assez grandes. Ça va 20 ou 30 photorécepteurs qui vont être capables de comparer leur détection. Et en plus, les bleus sont très peu fréquents. Il y a une bonne explanation pour ça, dans la mesure, en fait, ça, c'est ce qui se passe au niveau de votre fovea, donc le centre de votre rétine, qui vous sert à voir en couleur, parce que c'est là qu'il y a tous les cônes, mais aussi à voir précisément à lire. Or, la rétine, la lentille de notre œil n'est en fait pas imperméable aux couleurs. Enfin, elle est capable, elle va avoir des diffractions différentes pour les différentes longueurs d'onde, ce qui fait que le bleu diffracte différemment du rouge et du vert. Donc, vous avez deux photorécepteurs qui sont l'un à côté de l'autre, qui sont capables de vous permettre de lire, mais si un qui diffracte différemment, ça va vous mettre de voir flou. Ce qui fait qu'en fait, le bleu sont très peu en nombre, ce qui permet en fait de pouvoir voir non seulement avoir une rétine qui à la fois permet de voir en couleur et aussi de voir avec une grande précision et de permettre de lire. Ce qui fait qu'en fait, si on veut avoir un bleu et des rouges et des verts, il faut avoir un grand spectre. Donc en fait, ce qui fait, c'est qu'en fait, la résolution pour la vision des couleurs, autant la fovea est très importante pour lire avec grande précision, la vision des couleurs, elle se fait avec très basse pression. En fait, un bon exemple, c'est celui-là. Vous avez une photo en couleur, d'accord ? Très belle photo en couleur, mais si vous regardez de plus près, vous apercevoir qu'en fait, de plus près, c'est qu'en fait, c'est une photo en noir et blanc avec simplement une grille de jaune, de rouge, de vert. Parce qu'en fait, la résolution des couleurs est en fait extrêmement faible. C'est pas grave, on arrive malgré tout à une distance à voir qu'en fait ce qui se passe. Donc, nous avons pu avoir donc, la création d'une couleur supplémentaire avec le rouge chez les primates, et on va un petit peu comprendre comment ça s'est passé, d'accord? Donc, vous voyez ce qui se passe. Ok. Donc, si on regarde à ces singes, qui sont des singes du Nouveau Monde, ils sont en fait nés, enfin, ils sont évolués à partir d'ancêtres qui étaient dichromates, d'accord? Et ils ont essayé d'apprendre à évoluer pour arriver à détecter le rouge. En fait, le processus est relativement simple, c'est qu'en fait, un des gènes qui codait pour une rhodopsine verte a été muté de telle sorte qu'en fait, elle est maintenant ajustée plutôt à voir le rouge, d'accord? Donc, en fait, ce que vous avez, comme dans les ancêtres, comme chez les vaches, les chiens, les chats, vous avez en fait un chromosome 7 qui porte le gène du bleu et le chromosome X qui porte le gène du vert. Mais par des questions de mutation normale, vous avez en fait l'un des allèles, un allèle qui est dans la population, va être changé et en fait il va pouvoir détecter le rouge au lieu de détecter le vert. D'accord? 2 ou 3 aminoacides qui sont en train d'avoir changé et ça va permettre d'avoir le vert et le rouge. D'accord? Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on ne peut pas avoir le même rhodopsine qui voit le vert et qui voit le rouge dans la même cellule. Autrement, on n'arriverait pas à détecter le rouge. Il faut mettre un bleu vert dans un récepteur et un rouge dans un autre photorécepteur. Donc ce qui se passe en fait, c'est que vous savez que comme ce gène est sur le chromosome X et que les femelles ont 2 chromosomes X, mais un est inactivé, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'inactivation d'un des X dans chacune des cellules va produire ou soit une activation du bleu, du vert, soit une activation du rouge, ce qui fait qu'en fait, vous aurez 2 types de photorécepteurs, les verts et les rouges, d'accord? Uniquement dû au fait qu'il y a une activation du X, comme chez les chats calicaux, d'accord? Le problème de ça, c'est très bien chez les femelles, mais chez les mâles, ils ont soit un vert, soit un rouge, donc ils sont dichromates. Donc ça marche bien pour les femelles, mais ça ne marche pas bien pour les femelles. En fait, il y a un papier qui disait que je ne sais pas si c'est vrai ou pas, un papier qui est publié, je crois, dans un PLOS, en fait, qui disait que quand il y avait un groupe de femelles qui partaient chercher des fruits, ils s'arrangeaient toujours à avoir une femelle qui soit hétérozygote, qui a un rouge et un vert, de telle sorte qu'elle puisse avoir une plus grande résolution. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en fait, c'est assez intéressant comme concept. Ceci dit, il serait quand même très utile que les mâles puissent aussi voir en trichromatie. Et donc, les singes du vieux monde, d'accord, comme celui-ci, clairement, il a besoin de voir le rouge très bien, parce qu'en fait, son nez et ses parties génitales sont aussi très rouges, en fait, sont devenus trichromates, non seulement chez les femelles, mais aussi chez les mâles. Comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ça? Même processus, sauf qu'il y a une petite intermédiaire, c'est qu'en fait, vous avez un chromosome 7 qui contient les gènes bleus, et le chromosome X qui contient un gène vert, et ce gène a été dupliqué.
que le processus qui se fait assez fréquemment. Vous avez une duplication de gènes, vous avez deux gènes en tandem qui sont là, et l'une des copies de ce gène a été néofonctionnalisée, c'est-à-dire qu'elle est devenue rouge. Donc là, vous avez deux gènes l'une près de l'autre, qui va arriver à permettre d'avoir deux gènes, un rouge, un vert. Ça va, mais le problème dont je vous ai parlé au préalable est toujours là, c'est qu'en fait, vous pouvez avoir le rouge et le vert en même temps. Or là, ils sont sur le même chromosome. Donc il faut trouver autre chose pour arriver à distinguer ceux qui vont exprimer le rouge ou ceux qui vont exprimer le vert. Ce n'est pas absolument clair comment c'est, mais l'idée qu'on a pour l'instant, c'est qu'en fait, en dupliquant le gène vert, en mettant deux copies et en le changeant vers le rouge, la nature a oublié de dupliquer aussi la partie régulatrice qu'on appelle le LCR, Locus Control Region, qui va contrôler ce gène. Et en fait, ce Locus Control Region ne peut contrôler qu'un seul gène à la fois, soit le rouge, auquel cas, voilà le rouge exprimé, ou le vert, c'est le vert qui va être exprimé. D'accord ? Donc, ça va, ça marche bien. On a absolument deux copies. Ils ne sont jamais exprimées dans la même cellule, puisque une activation du X est totalement stochastique. En fait, elle va se faire ici ou là. Et donc, il va se passer ce processus-là. Et en fait, ça explique pourquoi vous avez chez les humains cette expression stochastique du rouge et du vert, parce qu'en fait, ça dépend de ce que le LCR contacte par hasard, soit le gène rouge, soit le gène vert, et donc la distribution n'est pas du tout structurée comme celle que vous voyez chez le poisson. Mais l'avantage de ça, c'est qu'on n'a pas besoin de deux chromosomes pour faire ça. Un seul chromosome suffit, et donc même les mâles qui n'ont qu'un seul chromosome peuvent faire la même chose, ils peuvent choisir soit le rouge, soit le vert, et le Y, on s'en fiche complètement. Et donc dans ce cas-là, à la fois les mâles et les femelles sont absolument trichromates, et donc c'est ce qu'on a atteint, et c'est nous-mêmes sont comme cela, d'accord ? Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au cours de l'évolution, on a passé beaucoup on a fait changer notre structure de reconnaissance de la vision, avant tout de stations de phéromones, dont je vais vous parler un peu plus tard sur la fourmi, vers avant tout une concentration sur les stimulus sensoriels. On se reconnaît beaucoup plus par la vision que par sentir les odeurs, d'accord ? Et en fait, ce qui est marrant, c'est que l'apparition de cette couleur rouge est apparue à peu près au même moment où en fait, la détection des phéromones chez l'homme, qui est dans le septum du nez, en fait, a été mutée et qu'en fait, on est complètement insensible aux phéromones. On peut sentir des phéromones par le nez, mais pas par la région spéciale du nez, la région septale, qui en fait est spécialisée chez la plupart des animaux pour détecter les phéromones. Donc au même moment où on a perdu les phéromones, qui est en fait quelque chose d'important de ne pas pouvoir sentir les phéromones. Si vous vivez en société, c'est quand même bien de ne pas avoir des phéromones qui vous poussent à... vous voyez ce que je veux dire. C'est pas parfait du tout, mais enfin bon. Et donc, au même moment, on a changé à la vision. En fait, la vision, c'est un petit peu plus, un peu plus subtil que les phéromones. Okay, bon, okay. Donc, vous voyez rarement les gens qui commencent à se sentir l'un ou l'autre. OK. Donc... ça, c'était bien, c'est donc la vision, et c'est sur donc, les mammifères et les primates. Et qu'est-ce qui se passe en fait chez les espèces qui nous intéressent, qui m'intéressent en tout cas, qui sont en fait les insectes. Et donc, avant de vous parler de la fourmi, qui en fait a des tout petits yeux, vous voyez, on va se concentrer sur les mouches qui ont de très beaux yeux, très grands yeux, parce que quand vous volez à grande vitesse, de façon acrobatique, vous avez besoin de vraiment de très bons yeux, d'accord ? OK. Donc, la mouche a de très beaux yeux. Et en fait, on voit dans la rétine de drosophile la même chose qu'on voit chez l'homme, une distribution stochastique de deux types de récepteurs, de photorécepteurs. Ici, c'est les bleus et les verts, et qui est complètement stochastique, avec simplement un biais. C'est-à-dire que c'est 35% de bleu et 65% de vert. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cela ? Dans le cas de l'homme, vous vous rappelez, la raison pour la stochasticité, simplement, c'est pour arriver à augmenter passer en trichromatie, il a fallu créer cette duplication de gènes et de faire ce processus stochastique par lequel le LCA peut parler au gène rouge ou au gène vert. Mais ici, est-ce que c'est la même chose ? Pas vraiment, puisqu'en fait, vous regardez à tous les insectes qui peuvent être des distances évolutives extrêmement importantes, tous les insectes pour lesquels on voit, on peut arriver à voir ça, on a cette distribution stochastique. Pas exactement. Donc en fait, on ne comprend pas pourquoi il y a cela, peut-être pour éviter je ne sais pas. Enfin, je n'ai pas réussi pour l'instant à comprendre pourquoi les mouches avaient choisi de faire ça et de façon évolutive.
Donc la question, on peut dire, ça, les mouches sont un peu stupides, peut-être qu'elles n'auront pas réussi à inventer quelque chose qui soit vraiment, vraiment robuste, qui soit vraiment stable avec un processus déterministe. En fait, on comprend comment se fait cette expression stochastique de ces gènes, parce qu'en fait, il y a un facteur de transcription qui, par hasard, est exprimé à 35% dans les cellules, et demain, les cellules deviennent à ce moment des cellules vertes, ou dans 65% des cellules bleues, ou à 65%, ils deviennent des cellules vertes. D'accord? Donc, il y a un facteur de transcription qui lui-même est stochastiquement exprimé, et en fait, on travaille là-dessus, on a travaillé là-dessus, et un de mes postdocs a continué le travail, a montré comment, en fait, on peut avoir cette distribution stochastique de ce facteur de transcription qui va contrôler, en fait, ce qui va se passer en aval pour contrôler l'expression de ces deux types de rhodopsine. Okay? En fait, le facteur de transcription est très puissant parce que ici, dans un wild type, vous avez donné, je n'ai pas pris les bonnes couleurs ici, vous avez donné deux types à 37%, 65%. Et si vous avez une mutation dans le gène uniquement dans l'œil, en fait, tout le monde devient bleu. Et si vous avez une mutation où, en fait, où c'est surexprimé le gène partout, tout le monde devient vert, rouge dans ce cas-là, d'accord? Donc, vraiment, le gène est nécessaire et suffisant pour contrôler l'expression stochastique de cela. Et la question qui reste, c'est, en effet, comment est-ce que cette expression stochastique peut se faire? Donc l'explication qu'on peut dire, c'est elle n'est pas très propre, la mouche, elle ne sait pas trop comment faire ça bien, donc elle n'arrive pas à faire de façon stochastique. Et à la limite, j'étais prêt à penser ça jusqu'au jour, on a regardé une espèce de mouche qu'on appelle les Dolichopodidae. Ce sont des mouches carnivores qui vivent un peu partout, il y en a pas mal. Elles sont sur les feuilles, elles attendent d'autres mouches qui arrivent. Et un jour, quelqu'un m'a écrit de Chicago et me dit, docteur Despentes, je sais que vous travaillez sur le processus stochastique chez les insectes. Et j'ai découvert dans mon jardin cette mouche, sur le Dolichopodidae, on l'appelle Dolly, okay, qui est tout sauf stochastique, en tout cas au niveau de l'expression des couleurs à la surface. D'accord? C'est quand même assez impressionnant. Une bande de. Ça, c'est uniquement. C'est pas la couleur qui détecte, c'est la coloration des cornets. D'accord? Et vous voyez, il y a deux petites erreurs, mais en fait, à part ça, c'est pas quand même c'est vraiment assez précis. Donc, les mouches, les insectes sont capables de faire un processus déterministique. Et en fait, si vous regardez aux rhodopsines qui sont dessous, c'est parfait, exactement la même chose que chez la drosophile. Vous voyez qu'ici, au lieu d'avoir un processus stochastique, vous avez un processus qui est purement déterministe. En fait, vraiment précisément, vous avez une des rhodopsines ou l'autre rhodopsine qui sont exprimées à 50-50, vraiment dans des bandes. Donc, on essaie d'y travailler, de comprendre comment ça fonctionne. Le problème, c'est que ce n'est pas une espèce qui est très facile à manipuler pour des questions purement techniques, mais on va essayer de comprendre ça un de ces jours. OK. Donc, on peut voir que chez la drosophile, et chez les insectes en général, les processus stochastiques de distribution de récepteurs sensoriels se fait, dans le cas humain, peut-être par défaut, parce qu'ils n'ont pas trouvé un moyen de faire autrement, ou c'est le meilleur moyen qu'ils ont trouvé jusqu'à présent. Peut-être que dans 20 millions d'années ou 50 millions d'années, on sera devenu plus déterministique comme chez le poisson, ou chez la drosophile, où en fait le processus est déterministique et stochastique, et dans ce cas-là, je pense qu'il y a vraiment une bonne raison, même si cette raison, je n'arrive pas à la déterminer. Si c'est simple jusqu'à présent, on peut arriver à vraiment voir de façon très précise ce qui se passe. C'est simple à comprendre. On va passer à un système un peu plus compliqué, mais qu'on arrive à comprendre très bien, qui est celui de la fourmi. D'accord? Donc les fourmis, elles passent leur vie sous terre. D'accord? Donc vous avez une colonie dans le laboratoire. Donc vous avez les colonies qui bougent. Elles sont très actives. Elles vivent en société. D'accord? Et vous voyez que donc il y a les fourmis qui bougent, certaines qui transportent des œufs, des larves, parce que les larves ne se nourrissent pas ça, il faut les amener à la nourriture. La nourriture, ce sont en fait ces criquets morts que vous avez ici, d'accord? Et ça, c'est les pupes qui sont là, les larves sont ici, les autres à côté. Et puis vous avez les pauvres mâles qui ici, qui servent à rien, qui font rien. C'est en fait, je vous le dirai la semaine prochaine, c'est en fait des sacs de sperme qui sont avec des ailes, d'accord? C'est leur seul rôle dans la vie, ils vivent très peu longtemps, et donc ils sont là, ils ne font rien, ils attendent qu'en fait on les libère pour aller se croiser avec des reines, d'accord? Donc, une vie très active qui est contrôlée de façon vraiment précise, sous terre, dans le noir complet, par des phéromones. Donc, clairement, dans ce cas-là, contrairement à ce que je vous disais pour les hommes, les phéromones sont très très importantes pour pouvoir contrôler la vie sociale de ces animaux. Okay. Donc, en fait, ces animaux, ça c'est la fourmi dont je vais vous parler, qui est celle sur laquelle on travaille. Je vous dirai ça la semaine prochaine, pourquoi on travaille cette fourmi. Elle a en fait des tout petits yeux. Elle passe une bonne partie de son temps sous terre, bien qu'elle doit sortir de temps en temps pour aller capturer les criquets. Donc, elle ne se nourrit que de criquets, d'accord. Et par contre, ces énormes antennes qui sont en fait des énormes antennes, beaucoup plus longues que chez les. On peut regarder ici ce qui s'est passé.
Oui, l'œil est énorme ici, mais les antennes sont toutes petites. En fait, il n'y a que ce segment qui en fait, est le nez de la drosophile ou de ces mouches. Par contre, par comparaison avec ces énormes antennes qui ont 10 segments, et en fait, ont donc des 10 segments, et chaque segment contient de très nombreux ciliés, qui, en fait, qui sont des cils sensoriels, qui contiennent, vous le verrez, de très nombreux récepteurs olfactifs qui vont permettre à ces fourmis de détecter de très nombreux types de phéromones. D'accord ? Donc, est-ce qu'on peut utiliser ce système pour comprendre un petit peu comment on peut amplifier un système et passer d'une dépendance avant tout de la vision à une dépendance avant tout des phéromones. Okay. Donc, on peut en fait estimer la capacité à un animal de détecter les odeurs au nombre de gènes qui codent pour des récepteurs olfactifs. Le système olfactif, c'est un système binaire, c'est-à-dire que si vous avez une odeur que vous détectez, vous devez avoir une protéine qui est capable de se lier spécifiquement à cette odeur. Donc chaque odeur doit avoir son récepteur. C'est un peu caricatural, mais en fait c'est à peu près vrai. Donc plus vous avez de récepteurs olfactifs, plus vous avez de capacité à détecter des odeurs. Okay. Donc la mouche est avant tout un animal visuel, elle vole à grande vitesse, elle est capable de détecter des faisceaux d'odeurs. Et en fait, je viens d'écrire un grant sur les fourmis en disant qu'en fait, les fourmis étaient bien supérieures aux drosophiles pour détecter les odeurs. Et je me suis fait descendre simplement pour dire oui, vous critiquez la mouche était parfaitement capable de détecter les odeurs de façon très sophistiquée. Il y a une page sur la revue du NIH, c'était assez intéressant. Bref. Donc, elles ont à peu près 42 gènes de récepteurs qui sont exprimés dans les récepteurs olfactifs de l'antenne qui est en fait le nez de la drosophile. Les abeilles sont beaucoup plus sophistiquées, bien qu'elles passent beaucoup plus de temps dehors que les fourmis, parce qu'elles volent tout le temps et pour aller chercher les odeurs. Elles ont 163 récepteurs olfactifs. Ça, c'est chez les insectes. Si on passe chez l'homme, 350. Comme je vous le disais, en fait, on n'est pas très olfactif. Bon, on peut faire du test vin et puis essayer mais c'est avant tout, je pense, un contrôle central. Mais donc, on est en fait très pauvre au point de vue olfactif par rapport aux souris, par exemple, qui ont 4 ou 5 fois plus de récepteurs olfactifs. Donc, on est avant tout très visuel, comme je vous le disais précédemment. On regarde et on arrive à avoir une vision très précise, parce qu'on vit en fait dans un animal nocturne, diurne, alors que les souris et les chiens sont des animaux nocturnes. Donc 1200 récepteurs chez la souris, 1200 chez le chien. Et c'est peut-être la raison, si vous voyez aux États-Unis, que si vous arrivez à passer la barrière de Trump, vous verrez qu'en fait, vous aurez la douane, et à la douane, vous avez des chiens qui vont essayer de voir si vous avez des saucissons ou de la drogue, okay, ou des bombes. Et en fait, les chiens sont comme ça parce qu'ils ont beaucoup de récepteurs. Ils ne mettent pas des souris parce que ce n'est pas très pratique, mais aussi le fait que les chiens ont non seulement beaucoup de récepteurs de détection aux odeurs, mais aussi un épithélium olfactif extrêmement développé. Ils ont 30 fois plus de récepteurs olfactifs que nous, bien qu'ils soient pour la plupart soient plus petits. Donc ils ont une sensibilité plus grande et aussi une résolution qui est beaucoup plus grande. Les champions, ce sont les éléphants. Peut-être qu'on pourrait mettre des éléphants à JFK, je ne sais pas, mais ce n'est pas très pratique. 2000 récepteurs. Donc ça veut dire que, vous savez combien on a de gènes dans notre génome, de 24 000, d'accord ? 24 000 gènes, ça veut dire que près de 10% du génome d'un éléphant est uniquement fait pour détecter des odeurs. Ils ont un gros nez, c'est vrai, mais enfin bon. Donc, c'est les champions. Bon, mais c'est un petit peu difficile de comprendre comment ça fonctionne. Et bien sûr, nos fourmis ont en fait 10 fois plus de récepteurs, de gènes de récepteurs que les drosophiles. 10 fois plus. D'accord ? Donc là, on va commencer à se poser un problème. Non seulement pour les fourmis, mais aussi pour les souris et peut-être les humains aussi, qui est de savoir comment arriver à traiter ces 400 gènes de récepteurs ou 1200 récepteurs de gènes. Et le but, c'est en fait de mettre un récepteur par neurone. Un récepteur par neurone. Donc, les récepteurs, en fait, chez l'homme et chez Silegans aussi, sont des faits des 7 transmembrane, c'est GPCR, d'accord ? Donc, c'est typiquement des modules. Donc, en fait, c'est pour ça que la famille des GPCR est en fait la plus grande famille de notre génome. Chez l'éléphant, ce serait 2000 ou 2500 parce qu'il se sert à d'autres rôles. Et donc, simplement, on va avoir une partie en rouge qui va permettre de détecter les odeurs, c'est la partie hypervariable, et ça va communiquer par des G-protéines avec le signal de traduction, et vous allez pouvoir détecter. Chez les insectes, c'est un petit peu différent, parce qu'en fait, c'est aussi des 7 transmembranes, il y a aussi 7 domaines qui traversent la membrane, mais ce n'est pas du tout des GPCR, G-coupled receptors, c'est en fait des tétramères qui en fait sont des canaux ioniques.
En fait, c'est fait de deux récepteurs spécifiques qui vont détecter une odeur, d'accord, l'odeur X, okay, deux récepteurs et en même temps un co-récepteur qui va être commun à tous les récepteurs olfactifs. Donc vous avez ORCO, Olfactory Receptor Co-Receptor, qui va être partout et qui va s'allier en tétramère avec un gène spécifique, un des 425 gènes spécifiques chez la fourmi ou des 42 gènes spécifiques de la drosophile pour pouvoir détecter l'odeur X. Et si vous avez une odeur Y, si vous avez donc une autre cellule sensorielle qui est capable de détecter l'odeur X, elle va exprimer le gène pour l'odorant Y et elle va aussi faire un tétramère avec le ORCO. D'accord ? Donc, l'ORCO, c'est un co-récepteur et en fait, il y a quelques années, on a essayé de bénéficier de cette idée en disant on va faire des fourmis qui sont en fait anosmiques. Si on arrive à faire des mutations dans ORCO, tous les récepteurs vont être éteints et donc elles ne vont plus être capables de sentir quoi que ce soit et donc leur ville sociale va être complètement détruite. En fait, c'est ce qui se passe. Si on fait ça, on a des animaux qui sont absolument incapables de communiquer. Je vous en parlerai plus en détail la semaine prochaine. D'accord ? Donc, on a le processus par lequel chaque cellule doit exprimer soit ORX, ORY, ORY, Z ou un des 425 récepteurs chez la fourmi ou chez la drosophile. D'accord ? Donc, c'est ce que je dis ici, c'est qu'en fait, chaque récepteur, qu'on appelle les olfactory sensory neurons, chaque neurone va devoir choisir d'exprimer un récepteur et aucun autre, un seul récepteur à la fois. D'accord ? Donc, une règle très générale en fait, de toutes les détections sensorielles, on doit mettre un seul récepteur, gène de récepteur, par récepteur, neurone récepteur. D'accord ? Donc, un seul gène par neurone. En plus de ça, une fois que ces neurones ont pu détecter une odeur spécifique, il faut qu'ils arrivent à communiquer au cerveau quelle odeur ils ont détectée. Donc, il va y avoir une connectivité spécifique par laquelle un récepteur qui détecte l'odeur bleue va être amené à aller dans le cerveau et donner un signal au cerveau comme quoi il a détecté l'odeur bleue. Et ça se fait de façon très spécifique. Toutes les cellules qui ont exprimé le gène bleu vont projeter sur le glomérule bleu. Tous ceux qui ont exprimé le gène orange vont projeter sur le glomérule jaune, orange. D'accord ? Donc tous les récepteurs neuronaux exprimant un gène OR convergent vers le même glomérule. Et ça c'est visualisé de façon magnifique par un très vieil expériment du laboratoire de Richard Axel par Peter Morbas, où vous avez fait un récepteur olfactif une cavité olfactive d'une souris. Donc vous avez ici l'os qui sépare la cavité nasale du bulbe olfactif, où en fait c'est la partie centrale qui va recevoir ça. Et vous avez ici des millions de récepteurs olfactifs, et chacun décide d'exprimer un gène. Pas de technique assez sophistiquée, même à l'époque, il a réussi à voir que tous les gènes qui allaient choisir d'exprimer le récepteur olfactif P2, quel que soit son nom, vont être marqués par la LAC-Z, par la bêta-galactosidase, et donc elles vont arriver et elles vont toutes projeter, se concentrer sur ce glomérule P2 qui est ici. Si vous faites la même expérience en changeant à M50, vous changez le P2 LAC-Z à M50 LAC-Z, elles vont toutes arriver à se projeter à M50 ici et sourire. Donc il y a vraiment un tri par lequel tous les récepteurs qui expriment, les neurones récepteurs qui expriment un gène, le même gène vont se concentrer sur un de ces glomérules. Et ça, c'est un processus qu'on ne comprend absolument pas. Il y a des gens très brillants qui ont travaillé dessus, on ne comprend absolument pas comment ça fonctionne. Chez la drosophile, Li Chunluo à Stanford a réussi à comprendre comment ça se passe, mais dans ce cas-là, c'est un petit peu plus facile dans la mesure où c'est un processus qui est beaucoup plus déterministique que je vais vous parler maintenant. D'accord ? Chez la drosophile, c'est pareil. Vous avez le lobe antennal, qui est en fait là où tous les récepteurs olfactifs vont projeter, et vous voyez qu'en fait, ils vont projeter comme il y a 40 récepteurs exprimés dans l'antenne de drosophile, et vous voyez qu'elles vont se projeter à 40 glomérules qui sont physiquement visibles, qui vont correspondre à chacune des odeurs que la mouche peut détecter. Et vous voyez que la taille change aussi, et bien sûr, le plus gros, ça va être celui qui va correspondre au sexe, puisque c'est important de pouvoir détecter l'autre sexe. OK. Donc, on va essayer de rentrer un petit peu plus en détail à comment est organisé le génome au niveau de ces 40 récepteurs chez la drosophile, ou ces 1200 récepteurs chez la souris, ou ces 400 récepteurs chez la fourmi. Donc, est-ce qu'on peut gagner quelque chose et vous savez, peut-être que si vous avez entendu parler de Nick, que de faire un groupement, un clustering de gènes, ça peut quelquefois aider à comprendre, à gouverner l'expression de ces gènes. D'accord ?
Donc, c'est bien tous ces récepteurs. Quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait, les récepteurs olfactifs de la drosophile sont tous répartis sur le génome, un gène par-ci, un gène par-là, d'accord? Quelquefois, il y a 2 gènes qui ont des duplications récentes, mais en gros, c'est en fait très simple, un gène par-ci, un gène par-là. Donc, il y a 40 loci qui correspondent chacun à un gène. Par contre, à la fois chez la fourmi et chez la souris, les gènes forment des grands clusters, des grands arrays de gènes, donc des têtes à queue, qui peuvent composer jusqu'à 50-60 gènes. Donc, il y a quelque chose d'important à ça, parce que la différence. Le problème ici, c'est que si on voit que la même chose existe chez la souris et chez la drosophile, mais clairement, la fourmi n'a aucune relation évolutive au point de vue de son système olfactif avec la fourmi. Donc, c'est une convergence absolue. Elle a des relations beaucoup plus précises avec la drosophile, et donc, il faut voir comment, en fait, la drosophile a réussi les mouches ont pris le processus de la drosophile et l'ont, d'une certaine manière, utilisé pour arriver à contrôler l'expression de ces 400 gènes au lieu des 40 gènes qu'il y a chez la drosophile. Mais il se trouve que les souris ont, en même temps, fait la même évolution et aussi trouvé que d'arranger les gènes en tête à queue dans leur génome, en grand nombre, peut permettre de réguler ces choses-là. OK. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur la régulation de ces gènes olfactifs dans ces différentes espèces? Bon, chez la fourmi, on ne savait pas grand-chose, on ne savait rien, mais on peut voir un petit peu ce qui a été fait depuis de nombreuses années sur l'expression génique des récepteurs olfactifs, pour mettre un gène olfactif dans un récepteur olfactif à la fois. D'accord? Donc, en fait, là, c'est la biologie de développement très classique. Dans l'antenne qui va donner naissance à ces récepteurs olfactifs, va être en fait une sorte de tissu très simple. Et au milieu de ce tissu, il y a un morphogène qui est produit, qui va diffuser. Et par réaction de diffusion, on va avoir en fait un système où en fait, on va exprimer des cercles de facteurs de transcription, distales, danner, spineless, cut, homothorax, donc des cercles concentriques, qui fait qu'en fait, chaque région concentrique va exprimer une combinatoire de facteurs de transcription. Et cette combinatoire de facteurs de transcription va être différente d'un cercle à l'autre. Et en fait, on va avoir à peu près une dizaine de ces cercles concentriques. D'accord ? Donc, vous avez 10 cercles concentriques qui vont ensuite devenir l'antenne. D'accord ? Et donc, ces 10 vont avoir des identités spatiales différentes. Dans chacune de ces cercles, vous allez avoir, à un moment donné, la spécification d'un progéniteur qui va donner naissance aux récepteurs olfactoires, les neurones olfactoires, récepteurs. Neurones olfactoires. Ah, ok, bref. Okay. Donc, ça, ce sont les petites boules qui sont à l'intérieur. Donc, vous avez une boule rouge, vous avez une boule orange, vous avez une boule marron, blanche ou verte ou bleue ou jaune, d'accord ? Donc, vous allez avoir toutes sortes qu'on appelle les sensory organ precursors qui vont être spécifiés de façon spatiale précisément. Ce que je vous dis, en fait, c'est une déterminante qui est purement déterministe. Il n'y a pas du tout de stochasticité encore, d'accord ? Pas chez la drosophile, en tout cas. Donc, vous avez ce SOP qui va être là, de différentes couleurs. Il y a à peu près 10 types de ces SOP. Ils vont se diviser 2 fois de façon asymétrique. Et c'est des divisions de type notch. Vous savez que notch est un système qui permet de différencier les 2 sœurs d'une division. Et donc, on va avoir 2 sœurs, une notch on, une notch off. Et ensuite, c'est une deuxième division où la notch on va devenir à la fois notch on, notch off, et la notch off va devenir notch on, notch off. Et vous allez arriver à spécifier de façon vraiment très déterministe 4 cellules. Donc, si vous êtes bon en maths, vous multipliez 4 par 10, vous arrivez à avoir 40. Donc, on arrive à spécifier de façon purement déterministe 40 types de récepteurs olfactifs, des neurones de récepteurs olfactifs, qui vont être spécifiés de façon déterministe. Et cela, elles ont des combinaisons de facteurs de transcription qui leur permettent d'exprimer le gène A, le gène B, le gène C, le gène D, un des 40 gènes, un seul par cellule. Donc, un facteur simple qui, marche relativement bien. Mais vous comprenez bien que si vous voulez passer de 40 à 400, ça va être un petit peu délicat d'arriver à spécifier cela de façon... Et n'oubliez pas, ces neurones sont vraiment très, très, très similaires l'un à l'autre. Ils ne diffèrent en grand que par l'expression de leur récepteur olfactif, et bien sûr par les facteurs de transcription qui nous ont spécifiés plutôt pour cela. OK. Bon, ça c'est donc purement déterministe, mais qu'est-ce qui se passe chez la souris ? Stavros Lombardos à Columbia a fait un travail magnifique. Malgré tout, on ne comprend pas comment ça fonctionne. L'idée, c'est un petit peu compliqué. Ce qui se passe, c'est que vous avez tous ces arrays, ces tandem arrays de gènes, 50, 60, 80 gènes, qui sont exprimés partout dans le génome. Ils ont tous leur orientation. Ils se groupent tous ensemble à un certain moment. Il y a un gros
groupes de ces gènes au niveau chromosomal, donc c'est vraiment la structure chromosomale, et puis d'une façon magique, un des gènes va devenir exprimé et va à ce moment éteindre tous les autres gènes. Et la structure, le gène lui-même, la protéine et l'ARN de ce gène est capable de réprimer tous les autres gènes. Donc, un gène exprimé va réprimer les 1200 autres gènes, 1199 autres gènes, plus, en fait, son propre autre allèle. Donc, en fait, il y a 1200 gènes, 2400 allèles, un seul de ces 2400 allèles est capable d'être exprimé. On ne comprend pas très bien comment ça fonctionne, mais bon, ça fonctionne bien. Okay, donc, on arrive à mettre un seul récepteur dans chacun des neurones. OK, mais ça, c'est la souris. Et la souris, en fait, c'est la souris. La souris est très différente d'une fourmi. La fourmi est beaucoup plus proche de ce qui se passe chez la drosophile. Donc, est-ce qu'on peut comprendre ce qui se passe chez la fourmi? Okay. Donc, ce qu'on veut faire, c'est bénéficier de ce qu'on appelle le transcriptomique au niveau d'une seule cellule. Donc, vous avez ici toutes sortes de cellules qui ont été séquencées au niveau transcriptionnel. Et vous apercevez que vous avez différents clusters de ces cellules, d'accord? Des clusters bleus, orange, vert, pour ça. Et ce qui se passe, c'est que chaque cluster va contenir les cellules qui expriment un des récepteurs, un des gènes récepteurs, d'accord? Donc, ce qui est un peu logique par rapport à ce que je l'ai dit précédemment, parce qu'en fait, je vous ai dit que chacun des neurones était spécifié de façon déterministe, donc il va y avoir un transcriptome qui va être différent des autres, et ça va correspondre à l'expression du gène bleu, du gène jaune, du gène orange ou du gène rouge, d'accord? Donc, on peut vraiment voir que chacun de ces clusters de cellules est déterministe et déterminé pour exprimer un seul gène. Il exprime aussi les protéines qui vont permettre à ce récepteur olfactif d'aller trouver leur cible dans le lobe antennal, où elles vont pouvoir communiquer avec le cerveau. OK. Donc ça, c'est simple, purement déterministique. Qu'est-ce qui se passe chez la fourmi? La fourmi, on a un petit peu, en fait, quelque chose qui est très similaire. En fait, ce que vous avez, c'est que vous avez, pareil, des clusters, des groupes de cellules qui ont chacune le même transcriptome, mais la grande différence, c'est au lieu d'exprimer un seul gène, en fait, elles contiennent toutes les cellules qui expriment un gène du cluster bleu, du cluster jaune, du cluster orange. D'accord? Donc, un système un peu similaire, en fait, à une sorte de spécification déterministe, sauf pour le fait que, en fait, chaque groupe de cellules qui a la même spécification, sûrement les mêmes facteurs de transcription, va être amené à exprimer non pas un gène, mais 50 gènes, ou 60 gènes. Ce n'est pas ce qu'on veut. On veut exprimer un gène, pas 50, pas 60. D'accord? Donc, comment est-ce que cela peut fonctionner? Et donc, d'une part, comment on peut imaginer qu'on passe de la drosophile à la fourmi? On peut imaginer qu'en fait, il se passe la même chose que ce qui se passe chez l'homme. Vous vous rappelez, chez l'homme, vous avez une duplication du gène vert en rouge, et ensuite, on a oublié de dupliquer le LCR, qui fait qu'en fait, ce LCR qui va être commun à tous les gènes. Donc, c'est un peu ce système-là qu'en fait, chaque neurone est spécifié par 3 facteurs de transcription, comme chez la drosophile. Il va dire, on veut exprimer ce gène, on veut exprimer ce groupe de gènes, et ensuite, comme il y en a un seul, il va choisir un gène, ou l'autre gène, ou un autre gène. 50 gènes, faire un choix de 50 gènes, ce n'est pas très facile, mais bon, peut-être que c'est possible. L'autre solution, c'est qu'en fait, la duplication de ces gènes, qui sont tous en tandem, et à garder le promoteur de ces gènes, qui est en fait très similaire d'un gène à l'autre, et qu'en fait, les 3 facteurs de transcription qui spécifient le cluster bleu vont se lier soit à ce gène, de façon stochastique. Mais à ce moment-là, il faudra imaginer un processus par lequel, une fois qu'on a fait un choix, on ne peut pas revenir pour faire un autre choix. D'accord? OK. Donc, on en est là, et en fait, on peut se dire qu'en fait, ce qu'on voit, c'est sûrement pas le premier, le système où on a un seul élément régulateur qui va être spécifique à un cluster, parce qu'en fait, si on regarde au niveau chromosomal, d'accord, on s'aperçoit qu'en fait, si vous regardez, excusez-moi, que si vous regardez un des groupes de 50 gènes, ou 60 gènes, ou 40 gènes, ou 30 gènes, ou 20 gènes, d'accord, chacun des clusters de tête à queue de gènes olfactifs, ils ont tous la même configuration, ils sont en fait tous réprimés, et il n'y a pas de différence en bordure ou quelque soit ailleurs, où en fait il y a quelque chose qui sera ouvert au point de vue chromatine, c'est un système ataxique, donc on voit qu'un système ouvert qui serait différent d'un cluster à l'autre. Tout exemple apparaît, et en fait tout apparaît tout à fait réprimé.
Donc, peu probable qu'il y ait un élément commun de régulation qui soit différent, bien sûr, d'un locus à l'autre locus, à l'autre locus. Oui, autre chose, d'autres gènes. Il y a 39 gènes là, et ils semblent ne pas réagir de façon globale. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Et en gros, ils sont aussi de réprimés de façon globale. Et en fait, si on regarde plus en détail, on s'aperçoit que les marques de chromatine active, d'accord, ou la présence de RNA polymerase, en fait, sont absentes, et par contre, les marques répressives sont là. Donc, en fait, il semble qu'en général, même si ces cellules sont expriment un gène, leur configuration globale est une configuration réprimée. Vous verrez pourquoi après. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Revenons à mon tableau un petit peu. Si vous vous rappelez, c'est de transcriptomique au niveau de cellules uniques. On pourrait, par exemple, le cluster qui va avoir le cluster jaune, c'est des cellules qui vont toutes exprimer un ou plusieurs des gènes jaunes, d'accord, du cluster jaune. Et donc, on peut regarder en détail. Là, vous avez une image du cluster, c'est un petit cluster. Vous apercevez que le cluster qui est tout à fait à gauche, donc le plus en amont, va exprimer dans un petit nombre de cellules. Celui qui est au milieu va exprimer dans un plus grand nombre de cellules, et celui exprimé là, il va exprimer dans toutes les cellules. Ça veut dire qu'en fait, ce gène, la partie 3' du cluster, est exprimé partout. Celui-là est exprimé uniquement dans un petit ensemble. Donc, ce n'est pas du tout ce qu'on veut. On ne veut pas avoir un gène qui s'exprime. En fait, tous les gènes 3' sont exprimés un petit peu partout. Les gènes 5' sont plus spécifiques, mais les gènes 3' sont exprimés partout. Donc, ça ne va pas. Donc, quelle est la solution pour ça? Donc, le prochain tableau va vous donner un petit peu la solution, c'est ça. Donc, si c'est un petit peu compliqué à voir, vous avez en fait un tableau où vous avez les clusters de gènes. Là, vous avez donc 60 gènes ici. Donc, en X sont les gènes, les clusters de gènes, un grand, un plus petit, plus petit, plus petit, et en fait des plus petits à la fin. Et sur le Y, c'est en fait le nombre de cellules. Vous avez 30 000 cellules pour lesquelles on a le transcriptome individuel de chacune des cellules. D'accord? Donc, ça peut les regrouper, et on s'est pensé qu'il se passe une chose vraiment bizarre. D'abord, chacun des clusters, vous voyez cette expression en escalier, qu'est-ce que ça veut dire? On peut regarder un petit peu ce cluster-là, qui est en fait un petit cluster, qui est peut-être plus facile à comprendre, d'accord? Et on voit un petit peu ce qui se passe en fonction des différentes cellules. Donc, vous voyez, ça, dans cet axe, ce sont différentes cellules. Ces cellules expriment tous les gènes, ces cellules expriment seulement un des seuls gènes. On pourrait dire ce qui se passe. Oui, donc, il y a des cellules qui expriment que ce gène, d'autres cellules expriment ce gène et un autre, un autre, un autre, un autre. Donc, ça ne marche pas. Donc, il y a plein de cellules, la plupart des cellules expriment de gènes multiples. Ce qui n'est pas du tout ce qu'on veut obtenir. On veut obtenir un seul gène exprimé par cellule. Et là, vous avez des cellules, la plupart des cellules expriment en fait de multiples gènes, et même celle-là exprime 2 gènes, celui-là exprime qu'un. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe là-dedans? On a décidé de regarder de façon plus précise. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a fait un transcriptome au niveau de chaque cellule, et on a regroupé toutes les cellules qui commençaient l'expression à un promoteur. Donc vous avez ce cluster qui est en bas ici, d'accord? Un cluster d'une vingtaine de gènes, d'accord? Et on va choisir toutes les cellules qui ont choisi d'exprimer le plus en aval ce gène-là, d'accord? Et vous allez avoir un transcript, d'accord, qui va être normal, un transcript qui va descendre de le promoteur. Et un truc complètement surprenant qui se passe, c'est en fait, on a aussi fait un transcript qui va dans l'autre sens. Et ce transcript va aller dans l'autre sens, mais jusqu'au bout. Il va traverser tout le transcriptome, tout le cluster. S'il y a 50 gènes, il va faire sur 50 gènes. 60 gènes, il va sur 60 gènes dans l'autre sens. Et bien sûr, ce transcrit n'a aucun sens, puisqu'il est dans l'autre sens. Donc il n'a pas de signification. Il ne code pas pour une protéine. C'est en fait ce qu'on appelle long non-coding transcript. C'est quelque chose qui est un petit peu mystérieux encore en biologie, qui va donc être exprimé de façon globale dans toutes les cellules qui ont choisi ce promoteur. Elles ont aussi un promoteur qui va dans l'autre sens. Maintenant, on va choisir les autres cellules qui ont choisi d'exprimer ce gène en premier. D'accord? Même chose. Un transcript, mais qui ne s'arrête pas, il continue aussi. Il continue au-delà dans ce gène-là et dans ce gène-là. Il chevauche tout cela. Donc il va transcrire tout, et aussi dans l'autre sens. Et comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Alors quand on a vu ça, on s'est dit, bon, qu'est-ce qui se passe? C'est quand même assez fantastique. C'est vraiment très joli, très élégant, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc ça veut dire qu'en fait, quand vous choisissez un gène, au hasard, ce gène-là, vous allez avoir un transcript, un très long transcript, et un transcript anti-sens. Donc deux questions qui se posent à ce moment-là. Première question, c'est comment est-ce qu'on peut faire un transcript qui ne s'arrête pas à la fin du gène?
D'accord? Oh, et l'autre question, c'est comment on va un transcrit peut être dans l'autre sens. Essayons de répondre à ces deux questions. Pourquoi est-ce que le transcription ne s'arrête pas à la fin du gène? Et je le vois dire plus tard. La manière dont un transcrit s'arrête à la fin du gène, c'est parce qu'il y a un site de polydénylation, un site qui est bien précis, d'accord? Donc, pardon. L'idée qu'en fait, de l'interprétation qu'on a, c'est que si vous choisissez d'exprimer ce gène, vous avez un long transcript et vous avez un long transcript antisens. Donc, on veut, en fait, c'est la cellule qui va exprimer uniquement, on voudrait que cette cellule n'exprime uniquement que OR3, et on veut éliminer 4, 5 et 2 et 1. Ce qui se passe, c'est qu'en exprimant ce gène ici, ce promoteur, vous allez voir une transcription qui va commencer ici, cette polymérase va, et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va, elle va complètement démolir tous les transcripts qui sont en aval par le sens, le long sens transcript, et tous les gènes qui sont en amont par l'antisens transcript. Donc il est vraiment très simple. Vous choisissez un promoteur, ce promoteur est actif, il va empêcher tous les autres promoteurs d'arriver à assembler leur unité de transcription et à arriver à être transcrits. D'accord? Donc en fait, ces ARN, l'ARN de ce OR4 est transcrit, mais il n'est pas transcrit par son promoteur, il est transcrit par le promoteur de OR3. Donc une possibilité serait en fait qu'il n'y a pas de site de terminaison dans ce transcrit, mais en fait ce n'est pas vrai, parce qu'en fait il y a de très beaux signaux de poly-A dans chacun des gènes, c'est normal, parce que chacun des gènes doit être polydénété s'il veut être traduit. Donc tous ont un très beau signal de poly-A à la bonne place, juste avant la fin du transcrit qui va être produit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a ces longs transcripts qui vont à travers tous les autres gènes? Comment se fait-il qu'il y ait un transcrit dans l'antisens? En fait, on peut voir que dans l'antisens, il y a aussi un très beau site qu'on appelle un initiateur, un site initiateur qui va en fait être un promoteur qui va sûrement utiliser exactement les mêmes facteurs de transcription pour arriver à envoyer un transcrit non-sens dans l'autre sens, un long non-coding RNA. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'il faut comprendre pourquoi vous avez ce long transcript et pourquoi vous avez ce long non-antisens transcript. Donc, l'idée que j'ai, en fait, c'est que ici, dans ce modèle ici, le long transcript sert à empêcher la transcription des autres, et le long antisens sert aussi à empêcher la transcription des gènes en amont. Ça veut dire qu'en fait, ce transcript lui-même ne sert à rien. Ce n'est pas le transcript qui lui-même sert, c'est en fait le fait de transcrire là-dessous qui va démolir l'assemblage des complexes de transcription sur les promoteurs qui sont en aval, de la même manière que le sens transcript va démolir l'assemblage de l'unité de polymérase qui va s'assembler sur les gènes OR4, OR5. OK. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder encore plus en détail ce qui se passe. Et donc pour cela, on est obligé de faire, quand on fait du transcriptome en single cell, en fait, il y a des biais très forts où en fait, on ne séquence que la partie 3' du gène. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est faire une lecture de longs transcripts, de plusieurs KB. On utilise PacBio, c'est un système qui permet non seulement de commencer là, mais de continuer très longtemps. Et donc on assemble à soi tous les gènes, toutes les cellules en haut qui ont décidé d'exprimer dans ce cluster de 3 gènes ici, il y en a plus, on va commencer à se commencer. Donc tous les cellules qui ont décidé d'exprimer ce promoteur. Et bien que je vous ai dit que les clusters étaient en fait complètement en chromatine fermée, il y a un gène qui a un pic d'ataxique, donc qui est ouvert au business, qui va en fait être le seul dans ce cluster qui va permettre à ce promoteur de recruter la polymérase et d'avoir une transcription. Et vous voyez qu'il y a tout à fait normal, un début de transcription qui commence vraiment à un endroit bien précis qui correspond vraiment à ce promoteur actif. D'accord? Donc, ces cellules qui ont décidé d'exprimer ce promoteur, elles ont un pic d'ataxique et elles ont un début de transcription vraiment très précis. Maintenant, on regarde les cellules qui ont choisi ce gène-là, le deuxième gène, okay? Pareil. Elles ont perdu le pic d'ataxique qui correspond à celui-là, parce que ce n'est pas lui qui est exprimé. Elles ont un pic d'ataxique juste devant ce promoteur et un début de transcription qui va précisément au niveau de le début de transcription. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est ce qui se passe en aval. Le prochain gène, qu'est-ce qui se passe au prochain gène? Et ce que vous voyez, c'est qu'en fait, il n'y a pas de pic d'ataxique ici, qui correspond au fait qu'on n'a pas pu l'assemblage, on n'a pas pu avoir l'assemblage de l'unité des facteurs de transcription qui vont permettre le recrutement d'une polymérase. Donc, il n'y a pas de pic d'ataxique. Et vous voyez qu'il n'y a pas non plus de site de départ,
de début de transcription précis. En fait, c'est un petit peu distribué tout le long du promoteur, donc à moins 200, moins 100, moins 200, jusqu'à plus de 100. Vous avez des fragments d'ARN qui sont là un petit peu au hasard. Donc, c'est transcrit et ça passe sous le promoteur, mais d'une manière ou d'une autre un peu bizarre, il se passe quelque chose où en fait le début de transcription ou le début de l'ARN est un peu bizarrement distribué le long du chromosome. Donc, pour expliquer ça, ce qu'il faut que je vous donne, c'est un petit peu d'informations sur ce qui se passe, de comment on arrive à terminer une unité de transcription. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on appelle le modèle de torpille, qui en fait explique comment un gène peut être terminé. Je dois avouer que je ne savais pas ça avant qu'on arrive là. Donc, quand on fait des constructions en biologie, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un promoteur, on prend une phase codante et on ajoute en général ce qu'on appelle un polier, ou en général c'est SV40 terminaison. C'est un site de terminaison. En fait, ce site de terminaison, c'est simplement un site de polyadenylation. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que la polymérase transcrit, et elle va transcrire le site de polyadenylation, d'accord ? Et elle continue. Elle ne s'arrête pas au site de polyadenylation. Elle continue lentement. Et le site de polyadenylation va en fait amener un clivage de l'ARN et en fait le recrutement de l'enzyme qui va ajouter la queue de polyé pour faire un polyé transcrit, d'accord ? Donc vous avez un polyé, mais dans ce cas-là, la polymérase elle continue à avancer. Donc qu'est-ce qui se passe ? On n'a pas arrêté la transcription. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez ici protégé le 5', le 3' avec de la queue de polyA, mais le 5' est complètement libre. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va recruter une exonucléase qui va être recrutée au bout de l'ARN, et cette exonucléase va être recrutée là, et elle va grignoter l'ARN qui vient juste d'être formé, jusqu'à ce qu'en fait elle rattrape la polymérase, elle arrache la polymérase du DNA. Ce qu'on appelle la torpide, parce qu'en fait elle torpille l'ARN, la polymérase et en fait, ce qui arrête la transcription, ce n'est pas le site de polyé, c'est en fait le recrutement de cette enzyme 5', 3' exonucléase qui va empêcher la polymérase de continuer d'aller au prochain gène. Et on ne voit pas de trace, il n'y a plus d'ARN ici qui s'est fabriqué, parce qu'en fait il a été détruit par l'exonucléase. Il semble que dans notre cas, ça n'arrive pas, puisqu'en fait on arrive à avoir des gènes en aval qui sont transcrits. Donc qu'est-ce qui se passe ? Dans notre cas, ce qui se passe, c'est qu'en fait cette exonucléase est incapable de rattraper la polymérase et qu'en fait elle n'arrive jamais à l'arrêter, et donc la polymérase continue dans tous les gènes en aval, mais par contre l'exonucléase va dégrader l'ARN, et quelquefois elle dégrade l'ARN jusqu'ici, quelquefois elle tombe avant ou tombe après, là elle va continuer un peu plus loin, d'accord, et quelquefois elle va continuer un petit peu moins loin. Donc ça veut dire qu'en fait vous allez avoir des 5' des ARN qui sont très différents pour le gène en aval et tous les gènes en aval là, comme ça, parce qu'en fait la polymérase est tombée de son ARN trop tôt ou plus tard, d'accord. Et ça explique vraiment pourquoi vous avez ces débuts de transcription qui ont là des débuts de transcription qui sont en fait complètement distribués le long de l'ARN. Simplement, c'est le moment où l'exonucléase est tombée de son ARN. D'accord ? Et donc, l'idée, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, en fait, ce qu'on veut, c'est transcrire. On veut que l'unité de transcription traverse tous les gènes et empêche n'importe quelle autre unité polymérase de s'assembler sur son promoteur. Et on arrive très bien à ça. Mais le fait qu'on produise des ARN n'est pas très important. Même si ces ARN sont polydénités, ils n'ont pas le cap, le 5'. Quand la polymérase initie la transcription, elle va protéger le 5' des ARN, ce qu'on a ici, d'accord, protéger en mettant un cap, et qui va stabiliser l'ARN. Et pour avoir un ARN stable et traduit, il faut qu'il y ait un cap et il faut qu'il y ait un polyé. Ceux-là, elles ont un polyé, mais elles n'ont pas de cap. Elles vont être en fait pas exportées du noyau, elles vont rester dans le noyau, et en fait, elles vont être dégradées. Par contre, ces ARN ici vont être exportés et vont traverser dans les ribosomes et vont être traduits pour produire une protéine. D'accord ? Donc, ce que je vous ai expliqué ici, c'est qu'en fait, vous avez un système qui commence exactement comme la drosophile. On va exprimer un cluster, d'accord ? Ou un autre cluster de façon déterministe, et ensuite, vous allez faire un choix d'un promoteur, et quand vous avez fait ce choix de promoteur, ce promoteur va être sûr que personne d'autre ne peut être exprimé dans ces cellules. Même si vous avez des traces d'ARN qui restent là, elles ne sont pas importantes parce qu'elles ne sont pas traduites, elles ne sont pas exportées. D'accord ? OK. Donc, on va arriver à faire cette protéine, donc ce qui fait que chaque cellule va en fait n'exprimer qu'une seule protéine. Donc, en gros, si on revient à ce qui se passe, ça, si vous avez en fait
un des sensillums des fourmis, en fait, il y a beaucoup de cellules, une centaine de cellules qui sont sur le sensillum. Chez les drosophiles, vous en avez 4 au maximum, des fois vous en avez 3, des fois 2, des fois 1. D'accord? Qui sont les produits des 2 divisions notch-on, notch-off que vous avez. Donc 4 cellules maximum, des fois 1 ou 2. Ici, vous avez 100 cellules. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, comme chez la drosophile, vous avez une spécification déterministe de cette cellule qui va produire 4 cellules différentes de façon purement transcriptionnelle. Chez la drosophile, on s'arrête là. Chez la fourmi, vous allez amplifier chacune de ces cellules. Donc au lieu d'avoir 4 cellules ici, vous en avez en fait 100, qui vont chacune être différentes, exprimer un des membres du cluster. Et ensuite, par le choix stochastique dont je vous ai parlé, elles vont arriver à exprimer un gène différent. Et vous allez donc avoir la possibilité d'avoir des 400 types de récepteurs olfactifs qui vont chacun exprimer un seul des gènes de récepteurs olfactifs. Donc c'est vraiment c'est complètement différent de ce qui se passe chez la souris, mais d'une certaine manière, un système qui fonctionne parfaitement bien avec une grande fidélité. En finissant, il y a un petit autre problème qui, en fait, je ne voudrais pas échapper, c'est qu'en fait, ce système que je vous décris est en fait purement un système en 6. Ça veut dire qu'un gène sur un chromosome est choisi, il va empêcher tout autre gène de ce chromosome d'être transcrit. Mais mes fourmis, au moins les femelles, sont diploïdes, donc il y a 2 copies du gène. Donc vous pouvez très facilement imaginer qu'une des copies d'un gène fasse ce choix et l'autre copie fasse ce choix. D'accord ? Et donc vous aurez 2 gènes, on n'a pas du tout envie que ça se passe. Donc d'une certaine manière, et c'est ce qui se passe chez la souris, d'une manière ou d'une autre, il y a un seul des allèles qui est exprimé. On a vérifié en fait qu'en fait aussi chez la fourmi, un seul des allèles est exprimé, alors que le système que je vous ai décrit est purement un système en 6. Donc comment est-ce que l'autre allèle peut être éteint ? Faisons le modèle suivant. Vous avez donc l'allèle paternel, l'allèle maternel. L'allèle paternel a décidé d'exprimer ce gène, l'allèle maternel exprimer ce gène-là. On veut qu'il y ait un seul gène qui soit exprimé, qui soit traduit. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Ce gène-là va produire un ARN sens, un ARN antisens. Celui-là, il devrait produire un sens, un antisens pareil. D'accord ? Donc si ça se passe, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'en fait, on va avoir un double strand, un ARN dans les 2 directions. Et si une seule chose que les cellules n'aiment pas, c'est vraiment d'avoir un double strand RNA. D'accord ? Donc très certainement, ce qui va se passer, c'est que dans ce cas-là, ce double strand RNA sera dégradé. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Parce qu'en fait, bien sûr, ça on ne le voit pas, mais ça, on le voit très bien. Donc cet ARN pourrait être dégradé, celui-là pourrait être dégradé. Donc ce système ne marche pas. Donc en fait, ce à quoi on pense se passe maintenant, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez la même chose, vous avez donc les 2 allèles qui sont transcrits, et cet allèle qui est transcrit, en fait, amène à avoir un ARN qui est un ARN qui n'est pas épicé, puisqu'il reste dans le noyau, d'accord ? Et en fait, ce qu'il va avoir, c'est que l'ARN antisens va être en fait amené à stimuler le système de piRNA, et ce système de piRNA dans le cytoplasme va revenir dans le noyau et va en fait éteindre l'expression de ce gène dans notre allèle. Donc en fait, ça produirait un biais assez fort pour le gène en 3' par rapport au gène en 5' qui serait plus éteint, mais c'est un système qu'on est en train d'essayer de tester maintenant. D'accord ? Donc, je vais arrêter ici et simplement conclure que, comme vous le voyez, la nature est capable d'inventer des systèmes très précis pour arriver à avoir son but qui est d'exprimer un seul gène par cellule, et que la souris et la fourmi arrivent au même résultat, très certainement par des chemins très différents, même si les 2 amènent à avoir ce clustering de gènes sur les chromosomes. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que vous pouvez construire l'évolution du système depuis la drosophile purement déterministe vers la fourmi qui ajoute une autre couche de régulation, qui est cette couche de régulation stochastique, etc. OK. Donc, ça permet donc aux mouches d'avoir une énorme capacité de détection de phéromones. Et la semaine prochaine, ce que je vous dirai, c'est qu'en fait, comment ces phéromones sont utilisés pour contrôler la colonie, et en particulier contrôler la plasticité de ces animaux, puisque vous le savez, dans une colonie, vous avez les reines, vous avez les mâles, ils ne sont pas très importants, vous avez les reines et vous avez les ouvrières. Donc, et chez la plupart des espèces, quand la reine meurt, la colonie est fichue. Elle s'arrête parce qu'il n'y a plus personne pour se reproduire. Dans notre espèce, les ouvrières peuvent changer de caste et redevenir reine à la place de la reine. Et je vous explique comment ça, et ça dépend avant tout du traitement de phéromones. Okay, merci.
je veux dire, c'est le travail en tout de ce postdoc Bogdan, qui est un type très brillant.